d'avoir rejoint cette nouvelle rencontre de NovaBuild. C'est une grande nouvelle pour nous. Alors, je vais inviter nos participants à éteindre leur micro parce qu'on a un bruit de fond. Voilà, si vous voulez bien, merci. Cette rencontre est une grande première à NovaBuild et elle fait suite à une nouvelle feuille de route que nos élus, et entre autres Jienne Jalouli, vice-présidente de NovaBuild, avec Laurent Rosset, toute son équipe, ont adopté une feuille de route l'année dernière qui a positionné NovaBuild comme allié solution climat des acteurs de la construction et de l'immobilier. Et en tant qu'allié solution climat, l'objectif que ces deux négociations, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs de la construction à entrer dans une démarche vertueuse du point de vue notamment du carbone et aussi de l'adaptation des règlements climatiques. Si vous voulez bien éteindre vos micros, s'il vous plaît. Bon, bah écoute, bon week-end. Ouais, bon, après, pour l'instant, c'est bien passé, donc on va continuer. Alors, les gens qui se souhaitent bon week-end, merci beaucoup. Bon week-end à vous aussi. On fait des réunions à distance, même avec les clients, donc. Je te laisse. Ouais, ok. Voilà, si vous voulez bien éteindre vos micros et vous fermez vos caméras. Bonjour Guillaume. Et on va poursuivre cette introduction. Depuis cette nouvelle feuille de route adoptée au début de l'année 2020, NovaBuild Alliés Solutions Climat, on a eu envie, avec le bureau, de créer des rencontres entre les vice-présidents de NovaBuild, avec un certain nombre de personnalités qui ont travaillé sur ces questions-là, qui peuvent nous faire des retours d'expérience, mais aussi avoir une vision qui peut encore rester d'un point de vue théorique, parce qu'on a aussi besoin de poser les idées de façon théorique, mais qu'on va pouvoir retraduire de façon concrète. Donc, d'où l'idée de ces rencontres climat, avec une grande première aujourd'hui en accueillant Philippe Biwix, qui est directeur général adjoint de l'AREP, l'Agence d'architecture et d'urbanisme de la SNCF, et qui a produit un certain nombre d'ouvrages que les uns et les autres avons lus à un moment ou à un autre. Jienne Jalouli est vice-présidente de NovaBuild, architecte, référente développement durable du cabinet d'architecture CRR. Et en tant que vice-présidente de NovaBuild, elle a pris l'initiative de cette invitation. Je dois aussi vous préciser que cette rencontre est placée sous le partenariat du journal Les Horizons, qui produira un article à la fin de notre rencontre et qui sera publié prochainement. Et donc, l'ensemble de nos rencontres climat seront ainsi portées par cette revue qui est destinée à un public intéressé aux questions climatiques. Bien, Jienne, je te laisse la parole. Très bien. Bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui et d'être avec Philippe Biwix qui a répondu positivement à mon invitation. Donc, merci Philippe. Je vais commencer par me présenter un petit peu et vous dire pourquoi voilà, de cette invitation et pourquoi nous sommes là aujourd'hui, avant de laisser également Philippe le faire à son tour. Donc moi, voilà, je suis du milieu de l'architecture, je suis du milieu du développement durable, je suis passionnée par l'écologie et la nature d'une manière générale et je pense que c'est dans la simplicité et dans le retour aux essences des choses que nous pouvons trouver des réponses aux crises actuelles. Pour ma part, j'ai fait on va dire, ça a commencé pendant mes études d'architecture où j'avais découvert à l'époque l'architecture vernaculaire. Et l'architecture vernaculaire, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment l'architecture faite par les gens pour eux. Donc c'est vraiment une architecture qui répond à leurs justes besoins, qui est faite avec des matériaux du site, qui est tellement simple et dépouillé que pour moi, voilà, ça répond vraiment à nos besoins primaires. On n'a pas besoin de plus que ça. Et c'est à partir de là que j'ai voulu un petit peu me spécialiser dans le bâtiment durable et dans toutes ces questions-là. Et c'est dans ce sens aussi que tout ce que raconte Philippe Biwix m'a intéressée. Donc je l'ai connu il y a quelques temps d'ailleurs grâce à Pierre-Yves et sur des interviews sur YouTube. Et donc il y a quelques mois, j'ai décidé de le contacter pour qu'il vienne nous raconter aux adhérents de NovaBuild, aux gens de l'Ouest, ses idées sur la sobriété. Sans savoir à l'époque qu'il a rejoint un petit peu notre camp, donc l'AREP et puis donc le domaine de l'architecture et de l'urbanisme.
Voilà, donc je suis convaincue aujourd'hui qu'il y a beaucoup à faire dans le BTP autour de la sobriété et du low-tech, et que cela ne peut apporter que des réponses pour la crise climatique que nous vivons aujourd'hui. Mais bon, moi, je n'ai pas écrit de livre, et c'est pour ça que je pense que Philippe Huix expliquera mieux que moi plein de choses. Voilà. Autre chose, je suis convaincue que c'est aussi dans le partage et dans l'échange que nous pouvons faire avancer les choses. Et donc, voilà, tout ça fait que nous sommes là aujourd'hui. Et je suis ravie de partager tout ça avec les adhérents de NovaBuild, mes convictions, et j'espère aussi les convictions de pas mal d'entre vous. Donc à vous, Philippe, si vous voulez vous présenter et puis surtout nous dire comment vous en êtes arrivé à parler de la sobriété et du low-tech. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci évidemment Pierre-Yves et Gienne pour votre invitation. Alors, comment j'en suis arrivé à parler de low-tech? En fait, moi, j'ai travaillé fugacement j'ai commencé ma carrière dans le bâtiment comme ingénieur travaux, ingénieur construction. Et puis ensuite, j'ai rejoint assez vite le conseil, un cabinet de conseil en stratégie et management. Et donc, j'ai été confronté à pas mal de secteurs industriels différents. Et comme j'ai toujours été passionné par la question de la matérialité, de comment on fabrique les objets, j'aime bien les visites d'usines, etc., j'en ai profité pour glaner plein de choses sur les ressources naturelles, en particulier les ressources métalliques. C'est ça que j'avais découvert à l'époque, voilà, pour fabriquer par exemple des nitrates pour les engrais, pour fabriquer notre nourriture, il faut un catalyseur au platine rhodium, un peu comme dans les pots catalytiques de nos voitures d'ailleurs, plein de choses comme ça. Et quand on est confronté à ce genre de choses-là, en fait, on regarde plus tout à fait son téléphone portable de la même manière, enfin, même s'ils sont arrivés dans ces années-là, dans la décennie 2000, parce que quand on voit à la fois comment les ressources sont extraites, comment tout ça est fabriqué, ça laisse un petit peu pantois déjà sur les questions de durabilité. Et puis du coup, à la fin de la décennie 2000, toujours dans ce cabinet de conseil, c'est le moment où on a commencé à parler à nouveau de la question des matières premières, de la disponibilité, des pénuries possibles, parce que la Chine s'était vraiment réveillée cette fois et installait l'équivalent d'une centrale à charbon par semaine et plein d'autres choses. Donc ça a fait grimper, si peut-être vous vous souvenez, avant la crise de 2008-2009, toutes les matières premières s'étaient envolées. Et donc, il y a eu une sorte de revival du développement durable, on pourrait dire à ce moment-là. Je suis moi-même devenu du coup référent développement durable, comme vous, JN, dans ce cabinet de conseil. Et de fil en aiguille, ça a fini par faire une publication collective qui s'appelait Quel futur pour les métaux, qui est sortie en 2010. Et voilà, qui parlait de la question de est-ce qu'on peut faire de l'économie circulaire et comment sur ces ressources non renouvelables. Et puis voilà, de fil en aiguille, après j'ai écrit un autre livre parce que j'étais invité un peu à gauche, à droite, et donc on me posait tout le temps un peu la même question. Ça m'a donné envie de faire quelque chose qui était un petit peu plus grand public que ce premier livre que je vous conseille pas forcément parce que c'est un peu un truc d'ingénieur pour ingénieur, puis ça vieillit un peu. Donc c'était l'âge des low-tech en 2014, et puis ensuite on prend un peu le virus, et j'en ai écrit deux autres. Un pour contester l'école numérique, qui a pris un coup d'accélérateur avec la crise sanitaire, et puis un l'année dernière, un peu plus récent, enfin un peu plus philosophique peut-être, qui s'appelle Le bonheur était pour demain. Bon, voilà, j'en parlerai peut-être un petit peu si on a l'occasion, non pas du livre, mais des thèses qu'il contient. Enfin, des thèses, c'est un bien grand mot. Voilà, et donc, alors pourquoi les low-tech? Peut-être, comme ça on évacue la question pour pouvoir ensuite se concentrer sur le bâtiment. Mais en fait, ce qui m'a rendu extrêmement sceptique par rapport au discours général autour des high-tech et des promesses technologiques, on se dit qu'on va résoudre l'ensemble de nos problèmes climatiques ou énergétiques avec une grande efficacité technologique, avec des smart cities, avec des voitures électriques, avec que sais-je. Voilà. Et en fait, le constat d'ingénieur que moi j'ai posé, qui n'est pas du tout un constat militant, on peut transformer ça ensuite en militantisme dans la volonté d'action, mais le constat lui-même, il est malheureusement extrêmement basique et rationnel. C'est que, en fait, d'abord, les high-tech ont des effets un petit peu pervers potentiels, c'est-à-dire que
on va utiliser, on va mobiliser souvent pour ces nouvelles technologies des ressources plus rares, donc dans la soixantaine de métaux qu'on utilise dans notre système industriel, il y en a qui sont plus ou moins disponibles dans la croûte terrestre et en général, les technologies nouvelles utilisent des petites poudres de perlimpinpin qu'on ne trouve pas partout et pas forcément en grande quantité disponible. Et puis, on s'éloigne aussi de l'économie circulaire, parce qu'en fait, plus on fait des objets miniaturisés, technicisés, enfin, qui contiennent de l'électronique, etc., plus on va malheureusement avoir du mal à séparer ensuite les matériaux qu'on a mélangés à l'échelle de quelques milligrammes, de quelques grammes, avec voilà, des choses qui vraiment contiennent des dizaines de métaux différents. Un smartphone, c'est de l'ordre de 40 métaux différents, en très petite quantité, et sur ces 40 métaux, il y en a au moins 25 qui sont recyclés à l'échelle mondiale à moins de 1%, ce qui vous donne une idée du chemin à parcourir pour rentrer vraiment dans l'économie circulaire. Donc voilà, du coup, un appel, une mobilisation de ressources naturelles qui a plutôt tendance à aller vers une accélération qu'un coup de frein. Et puis, il y a d'autres problèmes avec les high-tech, c'est que en fait, la promesse technologique, on peut avoir l'impression de régler un problème d'un côté, mais ça peut générer des problèmes ailleurs. Donc, j'appellerais ça un peu l'effet systémique, les effets déportés, les choses qu'on ne voit pas forcément. Alors, il y a la voiture électrique, par exemple, est un secteur où il y a déjà ce débat-là, c'est-à-dire que est-ce que la voiture électrique, elle est vraiment plus écolo? Ça dépend combien de kilomètres elle fait chaque année, parce que l'essentiel de l'énergie grise est embarqué à la construction. Ça dépend de sa quantité de batterie, donc de son autonomie en termes de kilomètres qu'elle peut parcourir entre deux recharges. Ça dépend de où sont fabriquées les batteries, avec quelle électricité on va les recharger, etc. Et donc, du coup, en fonction des cas, on va avoir des choses qui peuvent être sympathiques et intéressantes d'un point de vue de la baisse de l'impact environnemental, ou bien on va au contraire avoir des choses qui sont presque à accélérer le problème. Alors dans l'exemple de la Smart City ou de la voiture autonome, typiquement, qui devrait être plus écolo parce qu'elle va résoudre les embouteillages et elle va permettre d'être tous des covoitureurs formidables, quand on suit par exemple un penseur comme Jérémy Rifkin, eh bien, en fait, vous allez créer une quantité de données impressionnantes. Pour vous donner un ordre de grandeur, il paraît qu'une voiture autonome qui roulerait une heure et demie par jour, elle générerait de l'ordre de 4000 gigaoctets de données, ce qui, pour vous donner un ordre de grandeur, veut dire qu'1 million de voitures autonomes, ça représenterait le trafic Internet mondial actuel, sachant qu'il y a 1 milliard de voitures sur Terre. Donc, il faudrait multiplier par 1000 le volume d'Internet. On l'a déjà fait dans le passé. C'est pas très difficile quand on double tous les 18 à 24 mois. C'est pour ça qu'il faut faire la 5G d'ailleurs, pour la voiture autonome, parce que sinon la 4G ne marchera pas bien. Donc voilà, vous allez avoir du coup un impact énergétique qui va se déporter. Philippe, est-ce que ça veut dire que c'est une des raisons pour lesquelles certains se posent des questions sur la 5G et sur par exemple la Convention citoyenne pour le climat qui demande de suspendre au moins avec un moment de réflexion avant de déployer la 5G, c'est parce que ça génère automatiquement un trafic de données très 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 important. C'est ça en fait la justification sur la 5G? Alors non, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que la 5G est nécessaire parce que les usages qu'on imagine demain, donc la voiture autonome, la domotique et l'ensemble des objets connectés, ce qu'on appelle l'Internet des objets, va générer des besoins supplémentaires, et que la 5G est la réponse technologique pour répondre à cette augmentation du nombre de données. Simplement, parce que ce que la Convention citoyenne sur le climat pointe, et ça fait le lien avec le troisième élément qui me rend sceptique par rapport aux promesses technologiques, c'est que en fait, la 5G, elle est beaucoup plus efficace d'un point de vue énergétique par octet transporté, par unité d'information qui est déplacée, mais malheureusement, elle ne remplace pas la 3G et la 4G. Elle s'ajoute à la 3G et à la 4G. On empile en fait les réseaux. Et donc, du coup, l'efficacité technologique théorique, elle est absorbée, elle est annihilée par ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire que
à chaque fois qu'on améliore des technologies, alors on en parlera peut-être aussi dans le bâtiment tout à l'heure, JN, et à chaque fois qu'on va faire des progrès technologiques pour être plus efficace, pour consommer moins d'énergie ou moins de ressources, malheureusement, l'histoire de l'humanité, en tout cas dans les 2 derniers siècles, montre que cette efficacité-là, elle va se transformer en une efficacité économique qui génère plus de demandes. Et donc là, c'est ce qui se passe potentiellement avec la En fait, pourtant, dans la Smart City et le Smart Building, etc., il y a quand même ceux qui défendent ces idées-là, qui disent ça fait quand même moins de consommation d'énergétique. Pour la ville, ça génère moins d'insécurité aussi, vu qu'il y a aussi une gestion différente de la ville. On peut anticiper des problématiques par rapport au trafic. On peut anticiper des planifications urbaines, aussi parfois des mobilités douces, etc. Donc, ça a quand même d'autres avantages. Enfin, c'est ce que, en tout cas, défendent tous ceux qui défendent les smart cities, les smart buildings. Ça génère forcément des consommations autres d'octets, etc. Mais ça permet aussi de réduire de l'énergie, de répondre à la planification urbaine, à de l'anticipation, etc. Donc, il y a quand même des choses défendables, je pense, sur la smart city. Je ne sais pas si on plonge du coup sur un Smart City tout de suite, là à 11h16, ou si on se le garde en dessert ou en apéritif à midi avant d'aller vider le lave-vaisselle. Mais, on va en faire un hors d'œuvre alors. Voilà, mais le problème, c'est que les promesses n'engagent que ceux qui les émettent d'abord, et que tout ça n'est pas très, très chiffré, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est sonnant et trébuchant, c'est le coût énergétique du système digital, numérique mondial. Ça, on sait qu'aujourd'hui, c'est plus de 10% de l'électricité mondiale. Donc c'est de l'ordre, comme cette électricité, elle est assez charbonnée, c'est 40% de charbon et 20% de gaz au niveau mondial. Les data centers sont souvent dans des endroits assez charbonnés, donc exemple les États-Unis. Alors il y en a qui s'installent maintenant dans le nord de l'Europe, etc. Mais globalement, ils ne sont pas forcément très bien alimentés. Du coup, ça fait que les émissions de CO2 du secteur numérique sont aujourd'hui supérieures aux émissions de CO2 du trafic aérien, par exemple. Et ça croît plus vite que le trafic aérien, qui était sur une tendance de croissance assez forte avant la crise sanitaire. Donc ça, on sait que cette facture, elle existe. Quand on projette les courbes de croissance, même en prenant en compte le progrès technologique qui peut être fait dans ce secteur, ça nous emmène quand même assez vite dans le mur. Et donc, tout dépend après de ce qu'on met dans la Smart City, c'est toujours pareil. Mais si j'ai vu passer des chiffres du type 200 gigaoctets par jour et par habitant de la Smart City qui pourraient être collectés comme ça, justement, effectivement, avec de la vidéosurveillance, des capteurs, que sais-je, ça veut dire que, en gros, si on était tous habitants de Smart City demain, ou la moitié de l'humanité serait habitante de Smart City, en 20 jours, on aurait stocké l'équivalent de ce qu'il y a sur le cloud aujourd'hui. Est-ce qu'il faut tout jeter, est-ce que tout est mauvais, ou est-ce qu'il y a des choses quand même qui sont défendables dans la démarche de la Smart City ou du Smart Building? C'est ça aussi. Est-ce que tout est pas bon? Il ne faut pas qu'on s'engage dans ces démarches-là. Est-ce que les collectivités qui pensent faire ça, est-ce que les promoteurs qui sont dans des projets de smart building, parce qu'on leur dit que c'est bien et que maintenant on peut gérer nos volets roulants, on peut gérer le chauffage, on n'est pas chez soi, on gère tout à distance et que ça peut qu'optimiser nos consommations énergétiques, etc. Est-ce qu'à tous ces promoteurs et ces maîtres d'ouvrage-là, on leur dit non, il faut pas s'engager, parce que au final ça coûte cher et ça rapportera pas grand chose? Alors je distinguerais je pense qu'à chaque fois qu'on parle d'une notion, quelle qu'elle soit, il faut vraiment remettre la question de l'échelle en premier lieu sur la table. Et donc je distinguerais déjà la question du smart building et de la smart city. Je pense qu'on n'est pas du tout dans les mêmes types de problématiques, ni de promesses d'ailleurs. Si on prend le smart building, donc on va dire, c'est quoi? C'est de la gestion technique du bâtiment un petit peu poussée, avec
effectivement peut-être un peu plus de capteurs, une aide éventuelle à la décision avec des logiciels qui vont gérer tout ça de manière plus ou moins automatique, et puis effectivement un certain nombre de dispositifs qui pourraient aider alors à suivre quelque part la course du soleil sur des questions de climatisation ou autres. Bon, je pense effectivement à la question de l'occultation, etc. Bon. Sur ça, d'abord, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, j'alerte sur le fait qu'il faut essayer d'avoir un extrême discernement dans cette approche pour ne pas tomber dans le gadget, et que le fait d'enrichir en technologie le bâtiment, l'enrichit aussi en consommation de ressources non renouvelables, et que rien n'est jamais parfait dans le monde dans lequel on vit. Tout est bourré d'injonctions contradictoires, et je pense que l'architecte, le maître d'œuvre en premier lieu, il est au nœud de toute une série d'injonctions contradictoires qui sont économiques, qui sont écologiques, qui sont sur la question de l'insertion urbaine, etc. Et bon, il y en a une autre qui est de temps en temps, est-ce qu'il faut mieux que je consomme un petit peu plus d'indium pour faire des verres à faible émissivité, ou est-ce qu'il faut mieux que je mette un store ou le contraire? Bon, voilà, donc il y a des questions comme ça. Donc, pas tomber dans dans la gadgetisation, parce que ça a un coût réel, et que tous ces objets sont des déchets électroniques en puissance qui n'auront pas, eux, la durée de vie du bâtiment. On a la chance dans le bâtiment d'être dans un secteur qui a une durée de vie quand même plus grande que le smartphone moyen, ou même que la voiture. Donc nous sommes des gros consommateurs de ressources, bien sûr, mais avec des cycles de vie qui sont un petit peu plus longs, et le smart building a plutôt tendance à venir rajouter de l'obsolescence, je dirais, dans le bâtiment. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est que les promesses, pour le coup, du smart building ne sont jamais vraiment tenues. Enfin, à date, la prise en main par les utilisateurs est quand même difficile. Enfin, il y a une foultitude d'exemples sur voilà, les fenêtres qui devraient s'ouvrir comme ci ou comme ça, enfin, des choses qui vont du coup être dévoyées par les utilisateurs qui ne vont pas réussir à s'insérer dans ce qui avait été conçu par les ingénieurs, quoi. Si vous permettez, je pense qu'il faut qu'on clôt la partie smart par une ou deux questions, et puis on passera aux autres parties. On a une observation qui nous a été faite par Alexandre Gauthier, avec un lien vers un rapport de Gauthier-Rossi sur la 5G, qu'un de nos participants nous invite à lire. Il y a une observation sur le fait que chaque fois que le smart remplace l'action humaine, on doit se poser des questions. Est-ce qu'il faut vraiment quelque chose pour remplacer quelqu'un qui peut ouvrir une fenêtre par lui-même? Donc, des questions de bon sens, j'imagine. Et peut-être, donc, la dernière question sur ce sujet, est-ce que réellement la data est forcément consommatrice d'énergie, ou plus consommatrice d'énergie? Est-ce que c'est linéaire? Plus on met de data, plus c'est consommateur d'énergie, et donc plus il y a data, plus il faut qu'on se pose des questions dans une stratégie bas carbone? Alors, sans doute, je suis un peu caricatural avec les quelques chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, mais d'abord, il y a la question on génère des datas. Donc, effectivement, tout capteur ou je sais pas, toute caméra va générer forcément des données. Ensuite, première question, c'est est-ce qu'il va falloir les transporter, les déplacer, ou est-ce qu'il y a une partie qui peut être éventuellement traitée sur place? Et puis, est-ce qu'il va falloir effectivement les stocker? Donc, quand on prenait tout à l'heure les 4000 gigaoctets de l'heure et demie de voitures autonomes, est-ce que, si tant est qu'elles viennent, parce qu'il y a des questions de viabilité économique derrière tout ça, mais est-ce qu'il faudra stocker l'ensemble de ces données? Est-ce qu'il faudra les stocker pendant quelques jours et ensuite on pourra les effacer? Est-ce qu'il faudra en garder une partie pour des questions d'assurance, par exemple? Ou est-ce que les entreprises voudront les garder pour des questions de gestion de marketing demain, pour savoir effectivement où est-ce qu'ont été effectués les déplacements et comment? Et puis ça nous permettra, avec des beaux logiciels d'intelligence artificielle, de nous envoyer des offres furieusement géolocalisées et personnalisées. Voilà, donc il y a plein de questions derrière ça, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que physiquement, effectivement, une donnée stockée, alors tout dépend, parce que parfois la donnée, il faut qu'elle soit aussi doublée, triplée pour des questions de sécurité. Il y a beaucoup de questions. Du coup, voilà, si on revient à la simplicité, si on revient à parler de sobriété et de low-tech dans le bâtiment et de la ville,
comment faire pour voilà, faire retomber tous ces idées high-tech qui s'entassent là de plus en plus sur le bâtiment et la ville? Comment revenir à des choses plus simples? Et est-ce que c'est réalisable? Est-ce que la sobriété de low-tech dans le bâtiment et la ville, comment faire? Et est-ce que c'est vraiment envisageable? Moi, je pense que c'est particulièrement envisageable de parler de bâtiments low-tech, de bâtiments sobres, résilients et de villes sobres, de villes résilientes. Je pense que c'est aussi extrêmement pertinent. Et d'ailleurs, c'est un secteur qui s'empare du sujet ou de la terminologie un petit peu plus vite que d'autres. On peut comprendre que c'est plus facile de se dire qu'on va aller travailler ou habiter dans un bâtiment low-tech que d'emprunter un avion ou un TGV low-tech où on sent tout de suite un petit peu moins en sécurité parce qu'il y a cette question effectivement aussi voilà, d'image du high-tech qui va forcément être plus fiable peut-être que d'anciennes technologies. Mais derrière l'interrogation de Ghislaine Jalouli, il y a cette question, on voit sur les 50 dernières années un processus continu d'augmentation de la technologie, puis de la haute technologie dans le bâtiment. Et on ne voit rien qui donne envie d'arrêter ça. Ça résout des problèmes, ça augmente la productivité, ça répond à des besoins. Et même si je comprends très bien ce que vous dites, c'est-à-dire qu'un avion low-tech, on pourrait avoir un peu peur de rentrer dedans, alors que dans un bâtiment low-tech, on a tous été dans des vieilles fermes et des choses comme ça, et on n'avait pas forcément peur. Mais on ne voit pas très bien comment on peut assurer cette rupture. Ouais, alors là, avant de venir sur la question du comment, moi je commencerai par la question du quoi, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce qu'on peut entendre par une démarche de résilience dans le bâtiment. D'abord, moi, je poserais la question de la durabilité. C'est quoi un bâtiment durable? Alors, pas durable au sens justement des matériaux qu'on a mobilisés ou du fait qu'il y ait plus ou moins de CO2 embarqué dans la construction du bâtiment, mais déjà durable au sens de sa fonctionnalité. Or, aujourd'hui, je pense que, pour prendre un exemple sur les conséquences éventuelles de la crise sanitaire, sur la question des bureaux, je ne sais pas trop ce qu'on va faire de la défense, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que il y a quand même un problème d'occupation, il y a un problème de désirabilité. Or, je pense que les décennies qu'on va vivre vont venir, il va y avoir des évolutions, comme il y en a toujours eu. Alors, ces évolutions, peut-être, auront une orientation différente. On peut penser au renforcement des circuits courts, de l'économie locale, peut-être un retour d'un certain artisanat. On peut même presque parler d'artisanat de masse, qui sait. Et donc, il y a la question d'abord de la durabilité du bâtiment au sens de sa fonction. Donc, est-ce qu'on peut construire des bâtiments dont on sait qu'effectivement, ils ne vont pas vivre une obsolescence des lieux avant même d'avoir un problème d'obsolescence purement technique. Donc, il y a cette première question-là qui se pose. Donc, je pense que ça, c'est intéressant d'avoir des choses qui soient de plus en plus qui puissent survivre à d'évolutivité. Enfin, quelque part, dans le 8e arrondissement de Paris, on a le bâtiment haussmannien qui était des logements, qui sont devenus des bureaux et qui sait, peut-être vont redevenir des logements demain s'il y a des pratiques de télétravail qui se développent ou qui se généralisent. Ensuite, le bâtiment lui-même, quand on va effectivement le construire, la première question sur la sobriété, c'est la question de la sobriété des mètres carrés. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va effectivement designer quelque chose qui sera au juste besoin. Et quand je dis juste besoin, ce n'est pas uniquement de dimensionner sur, je ne sais pas, par exemple, la pointe de fréquentation, mais ça va être sur comment on va réellement intensifier les usages. Et aujourd'hui, il est de notoriété publique, et bien avant la crise sanitaire, que nos bâtiments sont très mal utilisés. Une école, c'est pas utilisé en soirée, c'est pas utilisé le week-end, c'est pas utilisé pendant les vacances. Les bureaux, c'est la même chose. Les parkings sont mal utilisés. Donc, il faut réussir à mutualiser. Et l'objectif ultime étant justement de faire de la sobriété dans la quantité qu'on a à construire. Construire moins, mais mieux. Moi, je dirais même que parfois, je trouve que la réglementation, elle ne va pas dans ce sens, parce que, par exemple, la réglementation handicapée, ça oblige à avoir plus de mètres carrés. Les passages, pour avoir des couloirs de tel passage, il faut telle dimension. Il faut, pour la sécurité incendie, il faut des unités de passage, il faut autant de mètres carrés, tant de mètres pour atteindre l'escalier, etc. Donc, la réglementation aussi, je pense qu'elle est rigide, ce qui fait que avec
toutes les réglementations, quand on les additionne, moi je trouve que c'est pas forcément frugal en termes de matériaux, parce que pour assurer la sécurité incendie, pour une ossature bois, etc., il faut rajouter ci, il faut rajouter ça. C'est pas frugal en termes quand on veut respecter la réglementation handicapée. Parfois, il y a ça, et puis bon, en tant que maître d'œuvre, parfois on reçoit un programme avec tant de mètres carrés, et si on ne répond pas au programme avec tant de mètres carrés, et où on nous met par exemple des temps de salles de réunion, alors qu'on sait que les salles de réunion, ça va être utilisé parfois 2 heures par jour, je ne sais pas combien d'heures par an, et donc tout ça c'est un peu figé. Et les maîtres d'ouvrage, après, ils nous disent, nous, on est aussi liés à des réglementations sanitaires, des réglementations de ci, des réglementations de ça. Donc, tout est un peu figé et ça ne vient pas forcément du bas ou du monde des professionnels. Je pense qu'il y a des strates un peu plus en haut qu'il faut aussi qu'ils aient conscience que il faut faire la chasse au mètre carré, il faut faire la chasse aux matériaux, il faut faire une chasse un peu plus enfin voilà, pour nous simplifier un petit peu la tâche, il faut que ça vienne aussi un petit peu d'en haut. Je sais pas ce que oui, mais pardon. Pierre, vous vouliez réagir, non? Mais vous avez le micro coupé, je crois. Allez-y, Philippe. Oui, je voulais. Oui, sur cet aspect-là, bien sûr. C'est-à-dire qu'on on est bien sur des logiques d'injonction contradictoire, comme on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que la réglementation, il y a des choses extrêmement utiles qui permettent d'ailleurs de faire progresser aussi un certain nombre de cas, qui permettent aussi de cadrer, parce que voilà, c'est ça qui permet aussi de se dire quand on rentre dans un bâtiment, il ne va pas nous tomber dessus. Mais effectivement, il y a comme en toute chose, il ne faut pas aller dans la démesure, enfin, vous retrouvez la juste mesure. Et oui, certains aspects réglementaires aujourd'hui sont des freins. Je pense par exemple aussi à la question du réemploi, qui peut être un peu complexe quand on va tomber sur des lots de menuiserie, sur des lots de couverture, j'en sais rien, où on va se heurter effectivement à la capacité à démontrer qu'on est bien conforme à telle ou telle norme. Donc il va falloir apprendre à expérimenter. Parfois les bureaux de contrôle acceptent de se faire tordre un petit peu le bras sur des opérations pilotes, puis ça fonctionne, puis la fois d'après, peut-être il y en a un qui aura vu qu'il y a un truc qui fonctionne aussi. Ensuite, ce que vous pointez sur la question du programme, enfin, c'est le point peut-être essentiel. Je sais qu'il y a des gens qui sont issus de la maîtrise d'ouvrage qui nous écoutent, mais c'est vrai que tout part d'abord de la question de la commande. C'est-à-dire si en tant que maître d'œuvre, on peut essayer d'améliorer les choses, on peut proposer des idées, on peut proposer des variantes, on peut essayer de raboter ici et là intelligemment. Et s'il n'y a pas un maître d'ouvrage qui est engagé, qui est embarqué sur la question, et le plus en amont possible sera mieux. Moi, je rêve de métiers de programmistes qui sont finalement, pardon, je suis en train de tomber en panne de batterie, qui sont qui soient capables d'abord de challenger le besoin du maître d'ouvrage. De quoi avez-vous réellement besoin d'abord? Effectivement, ça va être compliqué. Et du coup, je change un petit peu de sujet, mais pas tant que ça. Je vous ai entendu dire que vous êtes pour la zéro artificialisation brute, donc pas nette, des sols. Donc ça veut dire plus construire de neuf, faire qu'avec l'existant. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de mètres carrés qui sont inoccupés et qu'on peut utiliser. Ce modèle, pour l'avoir expérimenté même à l'agence, en fait, mes collègues ils me disent, mais JN, tu te rends pas compte, la réhabilitation c'est complexe, c'est non seulement des complexités techniques, mais après des complexités aussi économiques. Donc déjà, c'est ce qui fait que plein de maîtres d'ouvrage préfèrent casser et démolir plutôt que reconstruire. Et puis d'un autre côté, si on se met à faire que de l'arrière, que peuvent faire tous ceux ou tous les maîtres d'ouvrage qui sont spécialisés dans le neuf? Il faut qu'ils changent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, sur la question de la... Je vais aller plus loin. L'autre jour, il y avait une réunion de bureau, et au bureau, on a le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Et par moments, j'aime être un peu provocateur parce que ça bouscule un peu les idées. Et je lui dis, et si on faisait un deal, monsieur le président, on vous autorise à construire des immeubles dans des zones pavillonnaires. Aujourd'hui, c'est quand même assez rigide, mais à condition que vous ne bâtiez plus un seul bâtiment. Et donc, ces zones pavillonnaires, vous prenez la maison telle qu'elle est et vous construisez au-dessus, vous vous dévoyez. Et il m'a fait un grand sourire
en me disant non mais Pierre-Yves, c'est vraiment impossible. Ce que tu es en train de raconter, c'est pas faisable parce que les fondations, on a besoin de fondations, on va pas utiliser les fondations de l'ancienne maison. Bon, il a sûrement raison et mon objection était un peu théorique, mais quand même sur le fond, on fait comment pour donner la priorité à la rénovation plutôt que le neuf? Et arrêter de grignoter aussi sur le territoire, sur des surfaces agricoles. Bon, ça embarque plein de questions, tout ça. C'est très, très, très compliqué. Mais la première chose, c'est quand même de se dire qu'aujourd'hui, au taux d'artificialisation actuel du territoire français, sans même convoquer la croissance, parce que c'est facile de convoquer la croissance. Vous savez en faisant 2% de croissance par an dans le secteur du bâtiment, il faudrait dans 1000 ans construire 390 millions de fois plus qu'aujourd'hui. Ouais, donc ça va être un petit peu difficile. Donc il y a un moment ou un autre, déjà la croissance du secteur, si tant est qu'elle existe encore aujourd'hui, mais elle n'est pas durable de toute manière comme de tout secteur. Et comme de la croissance économique tout court, mais ça nous embarquerait dans d'autres questions. Mais sans même convoquer cette croissance, juste au taux actuel d'artificialisation, si on continuait comme ça, dans 6 à 7 siècles, la France entière, Limousin et Vosges inclus, serait couverte de bâtiments, de parkings, de golfs, de ronds-points, de routes et de lignes de tramway. On voit bien que ça ne va sans doute pas se passer comme ça, on est d'accord. Donc, on a quand même un problème. Et donc, le zéro artificialisation, alors d'abord net, j'ai rien contre, je dis brut pour pousser un petit peu plus loin, mais j'ai rien contre le net comme une première étape intermédiaire, on va dire ça comme ça. Et de toute manière, notre horizon inéluctable. Alors ensuite, il ne faut pas faire une bijection parfaite entre l'artificialisation, le zéro artificialisation et le réhabilitation. On peut faire du neuf sur un terrain qui était artificialisé. Voilà, c'est effectivement pour le coup la réhabilitation ça va embarquer l'étape d'après, c'est-à-dire de dire j'ai un bâtiment sur un terrain, est-ce que ce bâtiment je peux le réutiliser intelligemment ou je ne peux pas le réutiliser. Donc voilà, la première chose c'est la question de la réhabilitation. Donc aujourd'hui il y a des parkings, il y a des zones commerciales, il y a j'en sais rien, des jardinlands, des pistes de karts. Et donc là va se poser la question si on les utilise encore, si on les renature. Alors voilà, pourquoi est-ce que je préfère l'artificialisation brute plutôt que le net? C'est parce que la renaturation, en fonction des sols qu'on a, elle n'est pas forcément évidente. Et là encore, d'ailleurs, il n'y a pas de théorème parfait parce que des friches industrielles polluées, parfois dans le tissu urbain, ont été des refuges ou sont des refuges aujourd'hui de biodiversité. Donc, ce n'est pas forcément non plus cela qu'il faut aller artificialiser tout de suite, etc. Donc, malheureusement, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, ensuite, sur la réhabilitation elle-même, oui, c'est plus compliqué. Bien sûr que c'est plus compliqué. Je suis bien d'accord, c'est plus compliqué pour les architectes, c'est plus compliqué pour le maître d'ouvrage potentiellement, parce qu'il y a des concessions à faire justement sur le fonctionnement ou sur le programme. C'est plus compliqué pour les entreprises de travaux, il y a des surprises, il y a des surcoûts, il y a des trucs. Oui, bien sûr, mais c'est justement pour ça qu'on continue à sortir des bataillons de jeunes architectes et de jeunes ingénieurs. Ça va être justement pour gérer cette complexité-là. On n'a pas dit que ça serait facile, mais moi je rêve effectivement d'un système, d'un monde dans lequel on va être plutôt effectivement à construire de manière plus sélective, plus subtile, tout en répondant aux besoins évidemment de la population, que ce soit des besoins d'habitation, des besoins ou des besoins sociaux divers et variés, mais avec une logique effectivement plutôt pourquoi pas mettre un peu plus d'argent, un peu plus d'artisanat, d'ailleurs un peu plus d'esthétique aussi, et construire à nouveau, construire mieux, plus beau, enfin d'embellir nos villes au lieu de continuer à les alédir, parce que on pourrait ressortir des textes de Giono qui datent des années 60, enfin on dit mais c'est pas possible, enfin toutes les générations qui nous ont précédés ont construit des choses qui étaient belles, et on n'est quand même pas la seule et la première génération à construire des trucs moches. Alors je pense que si on le réveillait aujourd'hui, le pauvre homme, il serait un petit peu terrorisé parce que l'enlaidissement des villes des années 60 n'a pas grand-chose à voir avec nos entrées de ville d'aujourd'hui.
Et qu'est-ce que, par exemple, vous, enfin, je sais que ça fait pas longtemps que vous êtes à la REP, mais voilà, est-ce que vous avez eu des difficultés à réhabiliter? Est-ce que vous avez eu des projets sur lesquels vous avez fait des choses low-tech, sobres et qui ont marché? Qu'est-ce que, voilà, parce que je pense que si les adhérents de Novabid, enfin, ça les intéresse d'avoir des. Enfin, c'est motivant d'avoir des expériences qui ont marché, même s'il y a des difficultés. On est prêt à les entendre et au contraire, c'est comme ça que ça nous permet de les connaître et d'avancer avec. Mais voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Enfin, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà eu. On commence. Alors après, je vais pas vous servir un discours corporate en disant que tout est super chez nous et que tout va bien. Ça, c'est pas du tout mon genre. On assume parfaitement nos contradictions et même la gare du Nord, vous voyez, ce genre de trucs. Non, aujourd'hui, d'abord, la question, c'est à nouveau, c'est le maître d'ouvrage. Donc nous, on travaille un peu partout et pour différents maîtres d'ouvrage, mais on en a un en particulier qui est donc Gare et Connexion. Et donc, il faut d'abord qu'il y ait une volonté. Alors, elle existe parce que la SNCF, d'ailleurs, elle-même, s'est lancée dans un plan zéro carbone, zéro déchet à l'horizon 2035, ce qui est très loin pour moi, mais bon, il y a des étapes intermédiaires à 2025 et 2030, donc on va essayer de s'appuyer dessus. Donc il y a une volonté d'avancer, et puis, comme dans toutes les organisations, il y a plein de gens qui sont hyper motivés, enfin, je veux dire que ce soit chez Gare et Connexion ou chez AREP. Donc ça, c'est la première chose. Alors ensuite, effectivement, on est confronté à, enfin, notre métier, notre spécialité, c'est aussi d'être capable d'intervenir quelque part en interaction avec le milieu ferroviaire, qui a ses propres contraintes. Il y a la question souvent, on fait de la réhabilitation évidemment en accompagnement des flux qui augmentent et donc il faut aussi être en réhabilitation en site occupé. Ça aussi, ça amène un certain nombre de contraintes. Mais voilà, aujourd'hui, on essaye d'avoir des réflexions systématiques à la fois sur la manière dont on conçoit, mais aussi sur des questions par exemple, de flux, de prise en compte justement de ce que vont être est-ce qu'on se dimensionne sur la pointe ou est-ce qu'on essaie de se dimensionner sur autre chose? Est-ce que peut-être demain, on fera plus des gares, mais on fera des haltes? J'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément un bâtiment pour prendre un train? C'est un modèle finalement historique, formidable, avec le grand hall qui permet de laisser la vapeur de la locomotive s'échapper. Aujourd'hui, les locomotives, elles sont plus à vapeur, donc il n'y a peut-être plus besoin de la grande halle voyageur, même si c'est très très beau et il y a un aspect patrimonial évidemment incontestable. Mais on peut faire peut-être des choses plus sobres, plus enterrées, plus subtiles. Et c'est ça qu'on essaie d'avancer. Alors après, on réfléchit sur les questions évidemment d'énergie renouvelable, mais en sachant que les énergies renouvelables, c'est pas la panacée, c'est une manière de faire éventuellement mieux, mais ça dépend parce que il faut pas qu'on aille tartiner des panneaux solaires à Dunkerque. Il faut qu'on ait j'ai rien contre Dunkerque, mais il faut qu'on ait une vision moins surtout pas jacobine sur ces questions d'énergie renouvelable. C'est sans doute plus intéressant d'en faire dans le sud que dans le nord pour telle ou telle raison. On essaye de travailler sur le réemploi. Alors, réemploi, c'est un challenge parce qu'il y a le réemploi in situ. Bon, ça, c'est déjà quelque chose de pas évident, comme on le mentionnait tout à l'heure. Mais alors, le réemploi d'un chantier à un autre, il faut avoir des zones de stockage intermédiaires. Donc, on réfléchit avec SNCF Réseau à trouver des zones, par exemple en Île-de-France, où on a un feu roulant de chantier suffisant pour se dire qu'on arriverait à stocker des choses et ensuite à les redéployer. On essaye évidemment d'avancer sur tout ce qui est un peu label et puis gestion de chantier, mais là c'est pareil, on n'est pas totalement BA devant tous les labels écolos qui peuvent exister et on est prudent. Enfin, moi, je suis plus intéressé par la démarche que par le label lui-même parce qu'on connaît les perversités éventuelles de ces différents labels. Voilà. Donc, est-ce que déjà vous leur dites on arrête le neuf, on fait que de l'AREA chez SNCF par exemple? Là, on est un peu embarqué par les questions de programme neuf de ligne grande vitesse, on va dire ça comme ça. Donc, je pense que c'est sans doute pas un secret de se dire que j'en sais rien, cela dit. Alors, on pourrait voir d'un côté des gens comme le Shift Project, qui par ailleurs j'aime bien, qui disent que pour la seule manière de substituer le transport aérien en Europe, c'est de lancer des lignes grande vitesse qui sillonnent l'Europe
Europe et qui vont se substituer aux avions. Et puis de l'autre côté, il y a la question un peu de la soutenabilité économique de ces programmes de grande vitesse qui, plus on va loin, enfin, ça marche bien sur Paris-Lyon, Paris-Bordeaux, Paris-Lille, que sais-je. Et puis quand on commence à s'enfoncer un peu plus dans le territoire, peut-être c'est plus dur, ou quand il y a des transversales, c'est plus dur de trouver une pertinence. Donc on verra s'il y a des programmes de nouvelles lignes qui se lancent, mais bon, des gares neuves en tant que telles, pour l'instant, on n'a pas grand-chose en banque. Hein. Mais lors aussi de notre premier échange, je me rappelle, on m'avait dit bientôt il n'y aura plus un SNCF, les grippins, là, je ne sais pas comment on appelle, qui chauffent dans les gares, qui chauffent les voyageurs. Il n'y aura peut-être plus de panneaux publicitaires par électricité, là, les panneaux qui s'allument. Enfin, voilà, c'est des démarches de sobriété que vous avez engagées à la SNCF, du coup. Voilà, vous allez me mettre sur un siège éjectable, JN. Non, ça c'est c'est mon fantasme, bien sûr. Alors bon, il y a la question du confort, du passager. En fait, c'est toujours un peu pervers tout ça, parce qu'en fait, on se dit, nous, notre mission, enfin la mission à la SNCF, c'est évidemment de faire aimer le train, hein, on va dire ça comme ça, de faire prendre le train plutôt qu'autre chose. Alors du coup, il y a la question du confort perçu par rapport à la petite bulle de la voiture autonome de demain, ou je sais pas quoi, ou en plus on peut en utiliser comme bureau mobile. Qu'est-ce que la SNCF met en face de ça ou pas? Donc si effectivement c'est la gare dans laquelle on grelotte avec des fuites d'eau dans le toit en attendant son train qui est en retard, on sent que c'est tout de suite moins sexy que la voiture, et au contraire, si c'est un endroit où il y a un certain confort avec un train qui est à l'heure et super, dans lequel il y a du Wi-Fi, ça sera mieux. Donc je sais pas, mais effectivement, on doit pouvoir faire mieux que le grille-pain qui est au milieu du hall. Effectivement, on peut peut-être trouver des choses autour de, j'en sais rien, de sièges chauffants, de trucs hyper sélectifs. On verra bien. Sur les panneaux publicitaires, c'est un autre sujet. C'est que effectivement, c'est le même sujet qu'à la RATP, où c'est la question légitime d'une société qui est quand même qui vit en partie et en grande partie sur des subsides publics, donc qui essaye de coûter le moins cher possible à chaque citoyen, c'est bien normal, et donc ce sont des ressources de revenus complémentaires sur lesquelles pour l'instant non, on n'a pas fait une croix, mais en fait finalement c'est toute la question du système économique dans lequel on est, où on ne compte pas les externalités au bon endroit, parce que finalement le coût de la publicité, les consommateurs le repayent quelque part, hein, donc moi effectivement je me dis que ça pourrait avancer. Je crois qu'une des mesures de la Convention citoyenne sur le climat d'ailleurs recommande d'arrêter ce genre de publicité dans l'espace public. Alors est-ce que l'intérieur de la gare sera considéré comme un espace public ou privé? J'en sais rien. Et puis est-ce que les 146 mesures seront mises en œuvre effectivement? Rendez-vous à la rentrée. D'accord. Et du coup, là, c'est vrai qu'en France, on a un objectif neutralité carbone. On a depuis quelques années, et ça va continuer, donc des températures de plus en plus importantes, des problèmes d'inondation. On sent que le climat change. On sent qu'il faut qu'on adapte nos villes et à créer de la résilience dans l'espace public comme dans les bâtiments. On a une future RE 2020 qui parle, pareil, de baisser les émissions de carbone dans les bâtiments, dans les matériaux. D'un autre côté, on a des matériaux des matériaux de construction, ou même des matériaux pour tout ce qui est équipement technique qui se raréfient, donc des métaux rares ou du sable ou des choses comme ça. Donc voilà, on a un objectif carbone que j'ai l'impression qu'en France et dans le bâtiment, et on se dit c'est le carbone qui va résoudre le problème. Mais d'un autre côté, on a d'autres problématiques sur les matériaux, si on parle des mobilités, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée comme ça de se fixer sur une neutralité carbone et un objectif en 2050, ou est-ce qu'il fallait intégrer d'autres paramètres dans la boucle? Est-ce que la RE 2020, vous pensez que ça va être une étape intéressante pour résoudre les problèmes? Voilà. Quel est votre avis là-dessus? Sur la neutralité carbone, moi, je trouve que c'est quand même intéressant de se fixer un cap. Alors, on peut
on peut se demander si effectivement, est-ce que 2050 c'est le bon cap ou pas le bon cap? Est-ce que c'est trop loin, pas assez loin? Quels sont les réels engagements? Parce que finalement, c'est toujours un peu pareil, hein. Demain, on rase gratos et aujourd'hui, c'est business as usual. Donc, moi, je pense que c'est effectivement nécessaire d'essayer de se projeter, de savoir où est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'il faut faire les plus gros efforts. Donc, bon, il y a effectivement le bâtiment, il y a effectivement la mobilité, il y a effectivement le numérique, peut-être un certain nombre d'objets de grande consommation, et puis l'agriculture. Et puis avec ça, on a à peu près fait le tour des endroits où il faut aller regarder précisément. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que d'abord, je pense qu'il ne faut pas se leurrer sur des effets disons, à la fois les effets d'inertie et les effets de volume qu'on embarque. C'est-à-dire, les effets d'inertie, c'est le fait de se dire qu'à travers l'évolution normative, par exemple, voilà, on construit mieux et à partir de 2020, et donc en 2050, ça ira bien. Bah oui, mais il y a aussi tout l'existant qui me pose problème et qu'il faut gérer. Alors, j'avais été interpellé il y a quelques mois de ça sur le fait que je crois que c'est dans la loi sur l'économie circulaire, il y avait un sujet sur la question du BIM et de la possibilité à travers le BIM de faciliter le réemploi des matériaux à l'issue de la durée de vie des bâtiments. Parce que voilà, on aura un peu mieux caractérisé justement toutes les questions des paramètres techniques de tous les matériaux employés. Bon, c'est bien de programmer aujourd'hui la possibilité de mieux démanteler, mieux réutiliser, mieux réemployer un bâtiment quand on le fera tomber dans 50 ans, dans 70 ans. Mais le problème, c'est aujourd'hui qu'on l'a. Donc, il faut aussi être capable de travailler ce réemploi et la question des déchets dès maintenant. Donc, il y a toujours, je trouve, ce problème de décalage un petit peu et c'est particulièrement prégnant à nouveau dans le bâtiment parce que justement, on a cet effet de parc installé, cet effet d'inertie du coup, on se focalise toujours un peu sur les super opérations pilotes qui sortent maintenant, mais sans se dire qu'en fait, il faut quand même embarquer un espèce de feu roulant de choses existantes et qu'on n'est pas en train de remplacer, comme on remplacera tous les smartphones. Si la malheureuse 5G se met effectivement en place, on remplacera tous nos smartphones en 18 mois. Et ça ne passe pas tout à fait pareil avec les bâtiments, on est sur des cycles beaucoup plus longs. Ensuite, il y a la question aussi donc il y a cette inertie, il y a la question des volumes aussi qui, moi, me pose problème. C'est-à-dire que moi, j'adore, effectivement, alors on a des réflexes un petit peu les uns les autres évidemment, moi j'adore les bâtiments bioclimatiques, la conception plus locale, la frugalité. En plus, si elle est heureuse, c'est encore mieux. Vous connaissez cet appel qui a eu beaucoup de succès et tout à fait bien, hein, c'est pas la question, mais il y a un moment où on peut pas tous construire en bois, quoi. Enfin, en tout cas, si on voulait s'amuser à tous construire en bois, il y a des progrès formidables sur la construction bois, hein. Enfin, maintenant, on fait des choses qui n'étaient quand même pas imaginables il y a à peine quelques années, je pense. Enfin, ne serait-ce que le détail qu'on peut atteindre. Il n'est pas forcément facile quand on veut construire en matériaux biosourcés. La réglementation, elle ne va pas dans ce sens aujourd'hui déjà. C'est pas forcément facile, mais ça reste quand même du neuf. Donc, oui, voilà. Non, et surtout, si on voulait construire l'ensemble, alors du coup, on va faire un programme formidable et un bâtiment formidable construit en bois, en R+5, et qui va être par ailleurs une prouesse technique et va effectivement faire avancer la réglementation. Mais si on voulait construire l'ensemble des bâtiments qu'on construit aujourd'hui en bois, là, on va avoir un vrai sujet, parce que les forêts françaises et même européennes n'y suffiraient pas. C'est pas pour rien. En fait, c'est ça qui, moi, me fait un petit peu peur. On revient un petit peu à cette question du fantasme finalement, on peut faire à peu près comme avant, mais on va avoir effectivement des pratiques plus vertueuses ou des technologies qui vont nous aider, etc. Donc c'est génial de pouvoir construire un truc en bois qui fait 30 mètres de hauteur, et peut-être que c'était plus difficile avant quand on n'avait pas les bons logiciels ou les bonnes mises en œuvre. Mais on s'est extrait, enfin l'histoire de l'humanité, c'est l'extraction d'une contrainte surfacique. Jusqu'au 19e siècle, jusqu'au milieu du 19e siècle, même un peu après, en fait, la production et la consommation humaine, y compris du bâti,
c'est la contrainte surfacique. On va utiliser le bois des forêts, on va utiliser pour se chauffer, pour construire, pour l'industrie, on va utiliser des plantes pour les colorants, on va utiliser la soude des salicornes pour faire du détergent. C'est ça qui donnera la vocation de Marseille pour le savon, parce que ce sont des plantes méditerranéennes, etc., etc. Et puis à un moment, il y a la croissance de la population et la croissance de la consommation par personne fait que ça ne suffit plus. On se retrouve avec des conflits d'usage de la terre, des forêts, etc. Et donc là, on va aller chercher les énergies fossiles, on va aller chercher la chimie minérale, la chimie organique, et ça va nous permettre de nous extraire de cette contrainte surfacique. Et donc, si on veut se réinscrire dans la contrainte surfacique, parce que les matériaux biosourcés, c'est bien se réinscrire dans ces contraintes-là, à moins de convoquer des hectares ailleurs sur la planète, mais je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ce n'est pas la bonne solution. Et bien forcément, à ce moment-là, il faut se mettre à construire moins, et à consommer moins. D'où la sobriété. Du coup, voilà, comment on peut convaincre les maîtres d'ouvrage de construire moins, donc de réhabiliter un peu plus? Quels arguments on peut donner aux maîtres d'ouvrage pour construire moins, et quel argument aussi on peut donner aux professionnels du BTP pour construire mieux et plus durable? Donc il y a les deux à convaincre. Si vous deviez convaincre des maîtres d'ouvrage pour réhabiliter plutôt que faire du neuf, et des professionnels pour leur dire non, il faut construire mieux et plus durable, quels arguments vous aurez? Je ne les ai pas encore tous affûtés complètement, je l'avoue, c'est compliqué, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit, je pense, par exemple, des maîtres d'ouvrage, je pense aux maîtres d'ouvrage publics, je pense, parce que vous pensiez plutôt à des maîtres d'ouvrage privés sur l'aspect, sur les professionnels de la promotion ou autre. En fait, chacun joue dans un terrain de jeu existant, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? C'est une organisation qui optimise son activité dans une réglementation définie, dans un système normatif, fiscal et législatif existant, et puis qui va s'adapter à ça pour essayer d'optimiser son résultat. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une administration? C'est quelque chose qui essaye c'est une organisation qui, elle, essaye de maximiser, j'espère, le service aux citoyens, tout en leur coûtant pas trop cher non plus. Donc, on joue dans des règles du jeu, on est enchâssé dans un système qui est ce qu'il est. Alors, c'est vrai que quand on part sur la question, par exemple, de la réhabilitation ou du réemploi, il est évident que la question qui est convoquée juste derrière est une question qui dépasse les maîtres d'ouvrage en tant que tels, parce en partie en tout cas, c'est la question de comment on arbitre entre la main-d'œuvre, entre le coût du travail humain et puis le coût des ressources, de l'énergie. Voilà, c'est évident qu'il est beaucoup plus facile de démolir un bâtiment avec une grosse pelle, la grosse pince et puis le camion benne en bas, et d'aller mettre tout ça à la décharge. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide que d'envoyer toute une série de personnes qui vont essayer d'aller récupérer, j'en sais rien, les menuiseries, les carreaux, les tuiles et autres, parce qu'on va convoquer plus de main-d'œuvre, et que la main-d'œuvre, elle est effectivement chère. Alors ça fait un peu MEDEF, je ne suis pas particulièrement MEDEF, mais c'est pas ça, mais c'est que en fait, notre système, on va dire le deal social qui est issu de la Seconde Guerre mondiale, mais qu'on peut retrouver, dont on peut retrouver des traces au 19e là aussi, c'est que on a assis l'ensemble de la protection sociale, donc la sécurité sociale, les retraites, l'assurance chômage, sur le travail humain. Et alors que finalement les externalités de la consommation de ressources, des émissions de polluants, de gaz à effet de serre, et la production de déchets, tout ça, on n'assoit pas beaucoup de fiscalité dessus. Et donc le résultat de ça, c'est que effectivement, à chaque fois qu'on va pouvoir remplacer un concierge par 3-4 capteurs et un logiciel et un gars à distance pour vaguement s'en occuper, c'est entre guillemets rentable aujourd'hui. Et donc, c'est pas juste parce qu'on est tous des grands méchants qu'on fait ce choix parfois, alors qu'effectivement, aux bornes de la société entière, et en prenant en compte l'ensemble des externalités, ça serait finalement mieux d'avoir plutôt une personne qui est là pour s'assurer que les fenêtres sont fermées le vendredi soir, plutôt qu'effectivement avoir installé 550 capteurs dans le bâtiment. Mais pour ça, effectivement, il faut que les règles du jeu changent
au niveau, disons, là, pour le coup, national. Hein, c'est la question de quel taux de TVA, quelle fiscalité, voilà. Alors aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, il doit y avoir quelques milliards d'euros on doit être à quelques milliards d'euros de taxes environnementales diverses et variées. Pour la taxe sur les carburants, donc on va dire sur l'énergie, on doit tourner autour d'une cinquantaine de milliards. Et pour les contributions sociales des entreprises, des administrations, etc., c'est 450 milliards en France. Donc en gros, voilà, 4 milliards contre 450, c'est ça aujourd'hui la manière dont on arbitre entre le climat et enfin l'avenir de la planète et puis le quotidien, quoi. Pour vous, c'est possible que cette fiscalité-là, de la mettre sur la matière première, en fait, c'est ça la solution? Ouais, elle bougera. Ouais, bah, moi, je pense que c'est tout à fait possible. Et enfin, on a bien fait. Même Emmanuel Macron, en 2017, a fait quelques trucs comme ça. Alors, ça avait un peu irrité, je crois, les retraités parce que il avait basculé une partie de la fiscalité des revenus du travail sur les revenus du capital. Et bon, voilà, on peut tout à fait imaginer quelque chose comme ça. Ce qu'il faut, c'est que la règle du jeu, elle soit claire pour que il y ait une vision et que ça soit suffisamment progressif, mais en même temps suffisamment rapide compte tenu des enjeux, et pour que ça soit ensuite effectivement, enfin qu'il y ait cette lisibilité pour prendre des décisions justement en disant bah oui, compte tenu de la manière dont vont évoluer, je sais pas, le coût du foncier, dont va évoluer le coût de la mise en décharge. Dont va évoluer le coût des matériaux, le coût de l'énergie, eh bien effectivement, il y a tel et tel choix qui n'est pas pertinent aujourd'hui et qui peut le devenir. Donc je pense que voilà, il faudra faire. Alors, il va pas tomber comme ça et c'est pas un appel à l'immobilisme en attendant que ces superbes lois soient passées en 2022 avec un nouveau président ou avec le même mais qui serait devenu hyper vert. Non, il y a d'autres choses à faire. Ensuite, chacun à son niveau. On peut effectivement, à nouveau, parfois, il n'y a pas incompatibilité du tout entre la sobriété, et je pense notamment à la sobriété en mètre carré, et puis l'aspect économique. Donc, effectivement, est-ce qu'on peut réfléchir, mais ça se réfléchit sans doute très en amont, plutôt au moment du programme ou l'expression de besoin ou des faisabilités. De dire, mais attendez, pourquoi on a besoin de ce truc finalement? Enfin, moi, je rêve du programmiste qui conclut son étude en disant que finalement, il y a besoin de rien. Alors c'est souvent sous la contrainte économique aussi, mais par exemple, il y a une ville dans le sud-ouest qui, sous la contrainte, pour le coup, effectivement financière, avait favorisé des programmes d'aide à l'installation d'assistantes maternelles plutôt que de construire une crèche. Ça, c'est une manière d'intensifier l'usage des lieux, quoi. Hein. Je vais finalement m'installer plutôt à domicile et mutualiser la garde des enfants par rapport à un bâtiment que je vais devoir construire. Alors, je dis ça, et là encore une fois, c'est pas parfait parce que on sait très bien qu'il y a aussi le fait que les enfants soient ensemble, on va pas avoir le même trajet pédagogique, etc. Donc je ne dis pas que le truc est parfait, mais c'est juste une manière un petit peu extrême de montrer le truc. J'avais rencontré une sympathique agence d'architecture, je ne sais pas si le projet s'est fait, je ne pense pas, mais c'était assez rigolo, qui essayait de convaincre un promoteur de faire un hôtel qui serait un hôtel la nuit et qui serait un hôtel d'entreprise dans la journée. Alors j'imagine avec tout un système de lits qui descendent, etc., de bureaux, de trucs, incroyable, une manière d'optimiser en fait l'usage des mètres carrés entre la nuit et le jour. Enfin voilà, il y a une foultitude de possibilités. Et en fait, je pense que les maîtres d'ouvrage, en fait, moi j'ai une théorie anthropologique qui me va bien, donc c'est déjà ça, mais qui est qu'en fait, on passe notre temps à raconter que l'être humain est un innovateur incroyable, et voilà, vous voyez d'ailleurs le progrès technologique, c'est ça, donc l'histoire de l'humanité, c'est l'innovation. Et en fait, en réalité, l'être humain a horreur de l'innovation. Il y en a 1 sur 1000 qui est inventeur et qui a envie de faire les choses différemment, et les 999 autres, en fait, ils sont câblés génétiquement pour être des imitateurs. Nous sommes des imitateurs nés. Et on adore ça, il suffit de regarder les enfants. Donc en fait, on n'aime pas forcément innover, mais quand on va avoir une innovation qui va apparaître, alors là, elle va être adoptée par tous les autres sous forme mimétique. Et du coup, moi, il me semble que y a cette logique un petit peu de se donner du courage les uns les autres, c'est-à-dire de retrouver de l'audace. Moi, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'audace, en fait, aujourd'hui, pas assez, parce qu'on est concentré sur de l'innovation technique et technologique, justement, alors qu'on pourrait aller vers beaucoup plus d'innovation sociale, sociétale, organisationnelle,
qui est un petit peu plus complexe parce qu'il faut se mettre d'accord justement entre les usagers, les habitants du quartier. Voilà, imaginez s'il faut passer les clés de l'école au lieu de construire, je ne sais pas quoi, la médiathèque ou la maison d'association, il faut passer les clés le week-end et le soir de l'école du coin. Bah, il faut qu'il y ait un peu de respect des uns des autres. Hein, il faut que les lieux soient parfaitement rangés le lundi ou le contraire. Donc tout ça, c'est un petit peu plus complexe. Et donc, il faut retrouver de l'audace de cette innovation un peu différente, qui ne soit pas juste centrée sur la technologie, et avec des succès. Alors, c'est pénible, hein, parce que quand on fait ça, et puis que ça rate, c'est toujours un peu embêtant. Alors que si vous ratez votre Fab Lab, c'est pas grave, tout le monde a raté son Fab Lab, donc c'est bien. Donc, voilà, il faut réfléchir à ça. Merci beaucoup, Philippe. Si tu es d'accord, Gianne, on va rester sur un quart d'heure où je vais essayer de retracer un certain nombre de questions et je vais vous demander, Philippe, si c'est possible pour vous d'aller chercher la sobriété dans la réponse aussi. Ouais, je sais, c'est pas mon truc, ouais, je sais. Pas de problème. Alors, et il y a des questions qui sont provocatrices, donc qui vont certainement nécessiter quelques réponses argumentées. Mais la première que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce qu'on peut faire du profit avec de la low-tech ? Oui, sans doute, mais il ne faut pas en faire trop. Enfin, le problème, c'est ça, c'est que on sent bien que si on convoque des solutions qui sont formidables pour la planète et puis qu'elles sont tellement formidables qu'elles se développent à toute vitesse. Enfin, moi, non, je ne crois pas du tout à ça. Je crois pas Donc, du tout à c'est ça. quand même une modération, c'est-à-dire que ça incite quand même une sorte de modération aussi dans les gains financiers. Donc, la rupture, elle n'est pas simplement dans des choix, elle est aussi dans un modèle de vie, de société. Oui, c'est encore une histoire d'échelle. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on peut effectivement s'insérer dans une économie qui soit plus respectueuse du vivant au sens large, en étant patron de PME et acteur local, et puis on arrive à faire du profit au sens, on arrive à payer ses salariés et à gagner sa vie. Et si c'est faire du profit, version, il faut 15% de rentabilité sur les capitaux investis chaque année parce que je dois servir les fonds de pension californiens, ça me paraît plus difficile à terme, Ça va être effectivement. difficile. Autre question, c'est beaucoup de points sur la terminologie. Est-ce que vous faites un synonyme entre low-tech et sobriété ? Et si ce n'est pas un synonyme, est-ce que les deux expressions, est-ce que vous pouvez un peu plus caractériser les deux expressions ? Et certains dans la salle avaient l'air plutôt de dire que low-tech est un peu dégradant, on survalorise dans la société le high-tech, et donc forcément quand on parle de low-tech, on ne va jamais y arriver, alors qu'avec la sobriété, c'est peut-être plus facile. Donc si c'est un synonyme, ce sera plus facile de parler de sobriété plutôt que de low-tech. Oui, tout à fait. Alors moi, j'étais pas forcément trop pour que low-tech, ça devienne hyper hype. Hein. Mais j'ai découvert par exemple le grand projet de rénovation du Parlement européen à Bruxelles. Dans le document d'appel d'offres, il parle d'avoir une démarche low-tech. J'étais un petit peu pantois quand j'ai découvert que c'était institutionnalisé à ce point déjà. Non, en fait, moi, les low-tech, au début, voilà, c'est par antonymie des high-tech, et effectivement, c'était un mot un peu provocateur, quoi, pour dire, attention, qu'est-ce qu'on est en train de faire, et donc, une sorte d'appel au techno-discernement. J'ai rien contre la technologie en tant que telle, je suis pas néoludite, et j'adore le dentiste des années 2020, qui est beaucoup plus numérisé que celui des années 80. Donc, en fait, non, je mets pas low-tech et sobriété exactement ensemble. Pour moi, sobriété, c'est plutôt un élément éventuel d'une démarche. D'abord, les low-tech, ça me paraît embêtant d'aller vers une labellisation, de dire, tiens, ce bâtiment, il est low-tech. Et alors, si en plus, il est low-tech et HQE et BREEAM, alors ça va vraiment être du top. Bref, moi, je pense que c'est compliqué. J'ai coutume de dire que le vélo, c'est low-tech. C'est hyper low-tech, un vélo, c'est super, c'est durable, machin, c'est réparable, c'est autonome, on sait que, voilà, avec quelques pièces détachées, c'est increvable, enfin, sans jeu de mots. Et en fait, c'est hyper compliqué de fabriquer un vélo, en fait, c'est hyper high-tech pour fabriquer un câble de frein, des railleurs, vulcaniser des pneus, etc. Donc, en fait, la frontière est un peu difficile. Donc, moi, j'aime bien parler de démarche de sobriété. Alors, on peut parler de technologie douce, de technologie agile, de technologie appropriée, de technologie sobre et résiliente. Et du coup, la démarche, c'est 3 questions. C'est pourquoi, quoi, comment. Alors pourquoi ? C'est la sobriété. C'est finalement, pourquoi je construis ce bâtiment ? Pourquoi j'ai besoin de 500 mètres carrés et pas de 400 ou de 300 ? Donc ça, c'est la sobriété. Puis il y a le deuxième truc, c'est le quoi.
une fois que j'ai dit que j'avais quand même besoin de 350 mètres carrés parce qu'il y a une école et je sais pas quoi, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais fabriquer, qu'est-ce que je vais designer, est-ce que je peux le faire avec des matériaux employés, quel type de truc, est-ce que je peux le mettre sur pilotis, comme ça je vais pas artificialiser le sol, j'en sais rien. Et puis après il y a le comment je vais l'exploiter, comment je vais le fabriquer. Est-ce que je fais appel à plus ou moins de travail humain? Est-ce que je vais plus ou moins prendre en compte comment les utilisateurs vont s'en emparer, etc. Et donc voilà, moi j'aime bien ces 3 questions, le pourquoi, quoi, comment, qui marchent bien un peu dans tous les domaines, d'ailleurs, pas que le bâtiment. Et pour poursuivre sur cette idée-là, est-ce qu'on peut parler d'innovation quand on fait du low-tech? Et est-ce qu'on pourrait financer la recherche en low-tech? En fait, j'aime bien l'exemple du vélo. Forcément, derrière du low-tech, il y a de la haute technologie, en fait. C'est un peu ce que vous dites. Donc, on doit pouvoir innover dans la low-tech. Mais bien sûr. dans la première vision de ce que vous avez donné tout à l'heure, ça donnait l'impression qu'on allait faire nos maisons avec ce qu'on avait autour de nous et qu'il n'y avait peut-être pas forcément besoin d'innovation. En fait, c'est pas contradictoire. Non, c'est pas du tout contradictoire. J'ai même co-signé, même présidé un groupe de travail de la Fabrique écologique, et je vous invite à aller le chercher, parce que ça sera peut-être dur à poster en direct, mais une note qui s'appelle Pourquoi et comment développer l'innovation low-tech, et justement en jouant un peu sur ce truc-là. Et à nouveau, en fait, c'est pas du tout incompatible je dirais, du progrès humain ou du progrès des connaissances. Bien au contraire, c'est souvent plus difficile, plus compliqué, on le disait tout à l'heure, de faire des choses qui sont plus respectueuses de l'environnement, plus respectueuses du vivant et de l'humain. Et donc, simplement, c'est une innovation qui n'est pas uniquement centrée sur la technologie. Il peut y avoir un petit peu d'évolution technique. Je pense, pas, disons, dans le vélo, c'est incroyable. Les vélos couchés, les vélos pour transporter ses enfants, les vélos pour faire des courses, les vélos pour déménager, que sais-je. Bon, voilà, il y a des choses qui apparaissent, ce sont des objets techniques potentiellement nouveaux ou réinventés ou remis au goût du jour, selon les cas. Mais il y a aussi une autre innovation, une innovation sociale, sociétale, culturelle. L'innovation n'est pas que technologique. Regardez dans le zéro déchet, par exemple, c'est intéressant. Si on voulait faire de retour de la consigne ou une consigne intelligente qui permettrait de ne pas jeter tous nos contenants, en fait, on sait nettoyer les bouteilles depuis très longtemps. Il n'y a pas d'innovation technique. Par contre, il y a une innovation organisationnelle qui permet de mettre ensemble, il faut mettre autour de la table des consommateurs, des clients, des distributeurs, des fabricants, des logisticiens, etc., pour dire comment on va réussir à monter le système qui permet de réembouteiller des bières locales, de l'huile d'olive ou je ne sais pas quoi, avec beaucoup moins d'impact environnemental. Je passe peut-être à un autre sujet. C'est la question de la dimension, de la taille. Et certains se demandent si la low-tech est compatible avec des villes denses. Certains même ont écrit plus de 3000 habitants, c'est pas imaginable. Enfin bon, est-ce qu'une ville comme Paris, 6 millions d'habitants, on peut imaginer, vous parliez de la Défense tout à l'heure, d'avoir une vraie orientation sobre sur une ville comme Paris? Oui, tout à fait. Alors, c'est une excellente question. Je vous invite d'ailleurs à lire un ouvrage qui s'appelle Une question de taille d'Olivier Rey, qui est formidable là-dessus et qui remet au goût du jour la pensée d'Ivan Illich et de son maître à penser à lui qui s'appelait Léopold Kohr, qui est vraiment formidable, et de Schumacher, Small is Beautiful. Donc voilà, cette question d'échelle. Moi, je pense qu'effectivement, alors 3000 habitants, c'est un peu dur, je ne sais pas qui a dit ça. Moi, je vois plutôt la ville moyenne, effectivement. Chez AREP, on avait lancé un petit groupe, il y avait eu des réflexions sur la revanche des sous-préfectures, on appelait ça. C'était avant la crise sanitaire qui rend sans doute effectivement la ville de taille moyenne d'autant plus intéressante et sympathique. Mais moi, je vois bien la ville effectivement qui permet d'avoir en gros, ou avec peut-être un petit peu plus de musiciens et de gens qui font du théâtre, d'avoir un théâtre et puis de pouvoir jouer Così fan tutte le week-end. Donc 3000 habitants, c'est peut-être un petit peu juste pour le niveau Così fan tutte, mais enfin, encore que, ça dépend juste du nombre d'écoles de musique qu'on ouvre dans le futur. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une question sur la densité qui a longtemps été vue comme une manière de faire de l'écologie urbaine, parce que finalement, la ville dense, justement,
elle a évité de consommer des mètres carrés de la périurbanisation. Et malheureusement, patatras, on s'est aperçu que la ville dense, elle déportait des consommations de mètres carrés à l'extérieur, à travers les halles logistiques, à travers tout ce qui était nécessaire pour nourrir son métabolisme. Et en plus, du coup, elle convoque effectivement une consommation de ressources plus grande parce que, je ne sais pas, vous avez une certaine hauteur à partir duquel il faut quand même remettre un petit coup de pression dans l'eau pour monter tout ça au 20e étage, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, effectivement, je pense qu'il est temps de réfléchir à une dédensification. Peut-être que le télétravail est une chance pour ça, et donc une décentralisation derrière, et que là aussi, il y a une responsabilité à la fois des entreprises, mais des pouvoirs publics sur peut-être relancer une nouvelle vague différente de décentralisation, plus agile, plus hybride, avec un peu de présentiel, un peu de distanciel, et que ça pourrait d'ailleurs coller avec les aspirations de pas mal de gens. Alors, certains nous proposent de retourner à Fribourg. On a tous fait un jour ou l'autre le voyage à Fribourg, et donc de retourner voir Fribourg. Et puis, je dois adresser mes excuses à Émilien Bournigal, puisque, en fait, il avait dit 30 000. Parfait. Donc, 30 000, c'est vrai, c'est plutôt la préfecture. Voilà, vous êtes en phase. Okay. Maintenant, si on peut rentrer peut-être plus sur des questions techniques bâtiments, il me reste une ou deux questions là-dessus. Est-ce que vous avez des exemples de bâtiments low-tech qui auraient intégré des questions d'inertie? Est-ce qu'on peut faire l'inertie avec des matériaux biosourcés? Pour moi, c'est une question qui est un peu classique, mais on a la réponse forcément. Alors, je ne sais pas si c'est JN ou Philippe Biwix qui veulent répondre. Géosourcé. Oui, JN, oui. Oui. On peut faire de l'inertie avec du géosourcé plutôt. Donc, les deux, au contraire, le complément des deux, moi je trouve qu'il est très intéressant d'utiliser le bois là où il faut avoir une certaine agilité du bâtiment, et puis associer la terre, et si elle provient du site, ça serait encore très intéressant d'associer la terre qui, elle, va apporter ce complément d'inertie. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Plus, moi je trouve que maintenant, aujourd'hui, quand on fait des bâtiments biosourcés, c'est vrai que la terre, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais quand on propose des isolants en bois ou en paille ou en chanvre, etc., il y a un déphasage thermique qui est intéressant aussi, qui compense pas mal cette question d'inertie. Ça veut dire, on perd d'inertie, mais on a un déphasage qui fait que les pics de chaleur vont se décaler dans la nuit quand il va faire plus frais, et donc ça permet de résoudre toute la problématique de surchauffe dans l'après-midi. Bon, c'est un peu technique, mais ça marche. Ok. Et on a une dernière question sur la rupture de service. En fait, si on coupait l'électricité quand on en a le plus besoin, plutôt que de gérer les pics qui nous obligent à avoir des infrastructures surdimensionnées, si dès le début on disait quand il y a des pics, on n'a pas le service. Donc, un peu comme on peut avoir dans un certain nombre de pays où le moment où on a le plus besoin de la clim, personne ne peut utiliser l'électricité. C'est un peu brutal comme système. Il me semble qu'en Grande-Bretagne, on a testé ce genre de choses. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec une solution aussi brutale que celle-là, ou de toute façon, elle interviendra par nécessité avec les dérèglements climatiques qu'on va connaître? Alors, brutal, pas forcément. Il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être effectivement la version ça coupe, ou bien il y a toute une série de techniques qui commencent à émerger. C'est des techniques qu'on appelle d'effacement. Donc ça marche déjà avec des industriels. Il y a des industriels qui ont des contrats et qui acceptent en gros d'arrêter pour partie des machines un peu intenses en consommation électrique à certains moments de la journée ou de la nuit. Et donc effectivement, il y a cette réflexion au niveau des particuliers qui permettrait en gros de dire voilà, ma machine à laver est prête à partir, et puis finalement mon fournisseur d'électricité pourra la déclencher un peu quand il veut, quand ça l'arrange. Bon, ça c'est pour moi ce sont des éventuelles bonnes idées, mais qui vont être un peu dures à mettre en œuvre pour des questions d'inertie, et puis où il peut y avoir aussi ces problèmes un peu pervers justement de consommation d'objets connectés, de trucs qui vont devoir un peu se causer les uns les autres et qui peuvent générer derrière beaucoup de déchets électroniques ou de complexité. Mais cette idée d'effacement, elle est extrêmement intéressante et importante parce que en fait, ce qui est
très coûteux dans la question des énergies renouvelables, entre autres, c'est la question de l'intermittence, c'est évident, et donc du stockage. Et donc le fait que dans l'âge des low-tech, je m'étais amusé en disant qu'on lancerait, comme à l'ancienne, on lancerait les machines à laver les jours où il y a du vent, quand il y aura des éoliennes, mais parce qu'effectivement, si on veut être capable de maintenir le niveau disons, de fiabilité, le truc qui fait que j'appuie sur le bouton et le truc il démarre quel que soit le temps de la journée et les conditions météo, ça va être extrêmement complexe à faire avec un mix d'énergie uniquement renouvelable. Alors à l'exception du renouvelable de type biomasse, mais qui là encore, en fonction de l'échelle, a un peu ses limites. Je vous invite à aller voir le dernier film de Jeff Gibbs, là, dont le producteur est Michael Moore et qui parle de la biomasse aux États-Unis. Ça donne pas du tout envie de faire des centrales biomasse. Et puis du coup, voilà, cette question du stockage. Alors il y a l'hydroélectrique, voilà, qui permettent aussi de faire un peu de gérer l'hyperpointe. Mais bon, quand vous voyez qu'aujourd'hui, à force d'avoir promu la climatisation, nous voilà avec EDF qui n'arrive pas à faire la pointe en été. La pointe était en hiver à cause du chauffage, et maintenant la pointe est en été à cause de la climatisation. C'est un petit peu malheureux, et vive les bâtiments qu'on peut ouvrir sur deux façades opposées, quoi. Alors, on va faire le mot de la fin, et peut-être autour de cette dernière question sur les usages. On sent, moi ça m'arrive dans des conférences, quand je parle de la pyramide de Maslow, de dire que le bas de la pyramide sur les besoins, en fait, c'est pas pour rien que c'est le bas de la pyramide, c'est qu'il a tendance à s'écarter et qu'il n'y a pas de limite aux besoins essentiels. Bien sûr. Et que plus on en donne, plus il faut en donner. Et que une ville sobre est incompatible avec cette envie de répondre continuellement à plus de besoins. Et donc là, on touche un point, c'est comment on fait pour réduire les usages, réduire l'envie d'avoir des choses supplémentaires. On parlait de la 5G tout à l'heure, dont sur le moment, on n'en a pas besoin parce que ça n'existe pas encore. Il y a bien eu un moment où il n'y avait pas le téléphone portable et on vivait avec. Et puis il est arrivé et forcément on l'utilise tout le temps. Comment est-ce qu'on peut faire pour jouer sur ces usages-là ? Vous pointez plein de choses très justes. J'en relèverai deux. La première, c'est qu'on ne vit pas dans une économie qui est tirée par le consommateur, qui est tirée par le besoin, qui est tirée par la demande, mais au contraire, on vit dans une économie qui est essentiellement poussée par le producteur, soit à travers le marketing, soit à travers, effectivement, dans l'exemple du déploiement de la 5G, enfin, qui aujourd'hui est perturbé de devoir attendre une minute pour télécharger son film, qui plus est en mode mobile, alors que voilà, demain avec la 5G, ça prendra peut-être quelques secondes, et on est tous en train de brûler en disant mais pourquoi c'est pas encore là, mon Dieu, mon Dieu. Non, bien sûr, ça marche pas comme ça. Donc effectivement, du coup, il y a une responsabilité qui peut être une responsabilité d'abord réglementaire. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi on a le droit de rouler avec des véhicules qui font 2,5 tonnes sur la route. Moi, j'appelle ça un char d'assaut et ça ne devrait pas être autorisé. Donc, on peut très bien avoir la puissance publique qui met une limite, en tout cas. Alors, cette limite, elle peut se décider démocratiquement, hein. Je ne vais pas rentrer sur la question du 110 km/h aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il y a aussi, effectivement, derrière de manière détournée, une responsabilité de la puissance publique sur justement les règles du jeu, sur justement quel type de publicité on a le droit de faire ou pas faire. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire des publicités pour des cigarettes. Peut-être que demain, on n'aura plus le droit de faire des publicités pour, je ne sais pas, du transport aérien ou des choses comme ça. Donc, ce sont des normes qui évoluent et il n'y a rien de choquant à ce qu'elles évoluent dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, vous pointez un autre aspect qui est l'aspect de la rivalité mimétique. En fait, effectivement, ça c'est Hervé Kempf qui a dans un très bel ouvrage, un petit ouvrage qui s'appelle Comment les riches détruisent la planète, qui remet au goût du jour Thorsten Veblen, un économiste du début du siècle, qui avait bien pointé en fait comment finalement la consommation ostentatoire des plus riches ruisselait. Là, pour le coup, on sait que ça ruisselle sur les besoins des classes moyennes et ensuite, de toutes les classes sociales. Et donc là aussi, il y a une question sans doute sur est-ce qu'une société peut être sobre, peut aspirer effectivement aux justes besoins, si quelques-uns ou si des hyper riches de la classe mondialisée peuvent continuer à se balader avec des yachts et des avions personnels, et en plus sont dans Paris Match que tout le monde lit, quoi. Donc il y a aussi une question de réduction des inégalités et de comment on peut faire ça intelligemment.
Voilà, donc je pense qu'effectivement, moi je sais il y a une notion que j'aime beaucoup, peut-être ça peut conclure là-dessus, mais c'est la notion de décalage des points de référence. Shifting baseline en anglais, ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle Daniel Pauly, qui était spécialiste des stocks de poissons et qui raconte très bien comment les scientifiques en fait ont décalé au fur et à mesure des générations de scientifiques leur perception de ce qu'était en gros un gros poisson ou un stock de pêcherie bien rempli. Et c'est très 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 intéressant parce qu'en fait il a pris vous trouvez des photos comme ça des concours de pêche où vous voyez que les poissons deviennent de plus en plus petits au fur et à mesure que les mers se vident. Enfin c'est tout à fait impressionnant. Et ce truc-là, il fonctionne dans tous les domaines de la vie et de la perception. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'être humain s'habitue à tout. C'est juste une histoire de temps. Parfois, d'ailleurs, ça va un petit peu plus vite. Hein. L'histoire accélère un peu, peut-être dans la crise sanitaire, par exemple, a fait bouger les références, a fait bouger notre perception par exemple, de ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, je ne serais pas venu dans l'Ouest, malheureusement, parce que j'ai pas beaucoup de temps, et puis j'aurais pas accepté non plus de faire l'intervention à distance, parce que, voilà, pour différentes raisons, j'estime que c'est moins bien. Bon, voilà. Et donc, les points de référence se décalent, et c'est une histoire de masse critique aussi, et de se donner envie les uns les autres, parce qu'à nouveau, on est imitateurs, on est mimétique. Et donc, moi, je pense que la discussion qu'on a aujourd'hui, enfin, vous voyez, moi, je suis quand même à la REP, c'est un truc un peu institutionnel et tout ça, puis on se raconte des horreurs sur la décroissance et sur le fait qu'il va falloir fabriquer moins. Bon, imaginez ce truc-là il y a 10 ans, c'est des choses c'est pas possible. Et donc on voit que les choses quand même bougent. Alors c'est pas forcément une incitation à nouveau à l'immobilisme sur le mode de toute façon ça va se passer juste à attendre. Au contraire, c'est une incitation à l'audace parce que finalement dans les entreprises, dans les administrations, aujourd'hui on n'ose pas forcément lever le doigt en disant mais là quand même on est peut-être en train de faire une bêtise, ou ben est-ce que ça on en a vraiment besoin, ou est-ce que ça on pourrait pas réfléchir un peu différemment, ou ça est-ce qu'on pourrait pas prendre une petite étude qui nous dirait que et qui nous ferait choisir telle ou telle option, et qu'en fait au fur et à mesure ça libère la parole, on se libère la parole les uns les autres et on va oser de plus en plus. Donc moi c'est ça que j'ai envie de faire, c'est oser une innovation, mais une autre innovation qui soit réellement orientée vers le bien commun et vers l'avenir. Moi j'ai ajouté quelque chose parce le mot de la fin, JN. À une conférence de Jean Covici, il avait dit toute technologie qui est apparue tard, on peut s'en passer. Plus la technologie elle est apparue tard, plus on s'en passait. C'est-à-dire tout ce que nos justes besoins, c'est nos ancêtres qui les ont eus, parce qu'ils en avaient besoin et qu'ils les ont créés. Et plus ça vient tard, plus on peut s'en passer. Et en y réfléchissant, je me dis, bah oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses du quotidien qu'on peut s'en passer facilement. En tout cas, c'est une clé de lecture, voilà, ça, parmi d'autres. Moi, j'aurais du mal à me passer du GPS, qui a quand même presque sauvé mon couple. Donc, Oui, c'est vrai qu'effectivement, avant, il fallait ouvrir la carte routière et c'était très, très, très compliqué. Je témoigne également. JN, tu veux nous dire un petit mot pour la fin? Pour conclure, oui, moi je voudrais revenir d'abord sur la méthodologie, ce que j'appelle moi la méthodologie sobriété holotech dans le bâtiment, qui est de se poser toujours les questions, voilà, le pourquoi, le quoi et le comment. Et c'est vrai que depuis que j'applique ça dans les projets, c'est vrai que le quoi, le pourquoi, c'est plutôt le maître d'ouvrage. C'est pourquoi j'ai ce besoin-là, pourquoi il faut que je crée ma crèche, pourquoi il faut que je crée ces logements-là, etc. Ça vient, mais je pense qu'en tant que maître d'œuvre, ça m'est déjà arrivé de dire au maître d'ouvrage, mais pourquoi dans un projet de logement, on ne peut pas avoir une laverie commune pour tout le monde? Pourquoi on ne peut pas avoir un appartement avec un appartement d'invités pour que tout le monde n'ait pas la chambre supplémentaire à faire? Pourquoi on ne peut pas, enfin, voilà, de mutualiser un petit peu les espaces? Et il y a des maîtres d'ouvrage qui disent, bah oui, c'est vrai, enfin, c'est possible, pourquoi pas le faire? Même enfin, au niveau des lycées, je trouve que les salles à manger dans les lycées qui sont utilisées quelques heures par jour à l'année, je me dis, mais pourquoi on ne peut pas les transformer en salle de classe? Donc, même le pourquoi qui est normalement, c'est le maître d'ouvrage qui définit ses besoins. Après, en tant que maître d'œuvre, on peut revenir dessus pour dire qu'est-ce qu'on peut améliorer et mutualiser les choses et pas créer une salle polyvalente, une salle de sport, etc., qui sont utilisées très peu de temps dans la journée. Après, dans la question du pourquoi et du comment, c'est plus sa maîtrise d'œuvre. Donc, c'est nous en disant comment, si on peut réhabiliter, c'est très bien. Si on peut réemployer du matériau, c'est très bien. Si on peut faire après, si on n'a pas le choix, on peut faire du biosourcé, du géosourcé, c'est encore mieux. Donc, après, voilà, l'éco-conception, c'est plutôt maîtrise d'œuvre. Et le comment, bien sûr, c'est un petit peu la sobriété dans les formes. Je trouve que voilà, les architectes qui aujourd'hui ils sont dans une sobriété
des formes et des fonctions. Enfin, faut arrêter moi je trouve tout ce qui est rond, par exemple, les espaces qui sont ronds, c'est pas du tout fonctionnel, ça fait perdre de l'espace. Revenir à des choses plus simples, plus carrées, plus fonctionnelles, ça fait que faire avancer vers la sobriété. Ça, c'est un point. Sinon, pour conclure, je vais mettre un peu d'émotion dans les, dans les choses, parce que voilà, moi je retiens beaucoup d'humain. D'humain parce que je sais que Philippe Biwix, voilà, vous avez répondu à toutes les questions avec simplicité, avec humilité, bah, comme mon invitation. En même temps, voilà, il y avait de la rigueur et il y avait beaucoup de passion aussi dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez transmettre. Et vous aimez partager donc cette passion de la sobriété dans toutes choses de la vie, professionnellement et personnellement. Ça me touche beaucoup, ça me donne envie aussi de partager à d'autres. Ça me donne envie aussi de faire plein de choses et de pousser mes propres limites, de pousser les limites des maîtres d'ouvrage que je rencontre et de faire voilà, de mieux pour le bâtiment et puis pour la planète, on va dire en général. Deuxième chose aussi, je retiens de l'énergie. Bon, moi, mon énergie, elle est toujours là. Mais voilà, je retiens aussi que vous êtes motivé, il y a de l'énergie, on a envie de faire, on a envie de continuer à essayer des choses. Même pour la SNCF, où j'espère qu'on n'aura plus de grille-pain à ces jours. J'emmène la demande, c'est promis. Voilà. Et qu'on vous garde quand même. Voilà. C'est ça, oui, voilà. Voilà. Pour ma part, je continuerai à essayer de convaincre mes collègues à chaque projet pour construire moins, réhabiliter, pour construire moins, construire mieux, construire plus durable et plus soutenable. Philippe Biwix, vous nous avez donné quand même quelques clés pour une vie plus sobre, pour une ville plus sobre, à l'écoute de ses justes besoins. On en a tous besoin, je pense. J'espère que ça a fait écho aussi auprès des adhérents de Nova Build et que tout le monde a saisi cette énergie et qu'il a envie de la transposer dans sa vie personnelle et professionnelle. Donc, merci Philippe Biwix et vive la sobriété. Merci à vous. Merci, bonne fin de journée, bon appétit. Allez, merci, bon week-end, à très bientôt à tous. Au revoir.